La théorie des cadres relationnels, épisode 5. Dans cet épisode, je vais vous présenter de manière très simple les bases de la TCR. Alors, la théorie des cadres relationnels, c'est une approche fondée dans le comportementalisme skinnérien, mais qui permet d'aller à l'étape suivante, c'est-à-dire de rendre compte des phénomènes cognitifs complexes en termes de comportement. Elle plonge ses origines dans les travaux d'un chercheur qui s'appelait, oh my god, le nom m'échappe, Seidman, et qui a, dans les années 70, observé un phénomène. Il essayait d'apprendre le langage à des enfants. Il a observé un phénomène que quand on apprend une relation entre, par exemple, un animal et le son chien, eh bien, assez rapidement, les enfants vont dériver une autre relation entre le son chien et l'animal. Une relation d'équivalence, que si l'animal c'est pareil que le son chien, eh bien le son chien c'est pareil que l'animal. Ça semble rien du tout, ça semble totalement simple, mais il n'y a vraiment que les humains, dotés de langage, qui semblent capables de faire ça. Parce que chez l'animal, tu dois entraîner les deux relations finalement. Tu dois faire sonner la cloche avant que la bouffe arrive pour que les fonctions de la bouffe viennent à la cloche qui n'en avait pas, c'est-à-dire faire saliver. Tu dois évidemment appuyer sur le levier avant que la bouffe n'arrive, parce que si la bouffe arrivait avant que tu appuies sur le levier, bah là, tu n'appuierais pas sur le levier. Donc, dans l'apprentissage classique, répondant pavlovien et opérant skinnérien, il y a toujours cette unidirectionnalité temporelle. Alors que chez les humains dotés de langage, apparaît ces relations d'équivalence et qui fait que quand on apprend une relation, cet animal, c'est pareil que le son chien, une autre relation va être dérivée, le son chien, c'est pareil que cet animal. Elle va être dérivée automatiquement, on pourrait même dire inconsciemment, et ça va être important pour plus tard. Alors, Seidman, il en est resté là, à l'équivalence, mais Hayes, fondateur de l'ACT, et Dermot Barnes-Holmes sont allés plus loin et ont dit mais c'est pas juste l'équivalence, il peut y avoir d'autres relations qu'on peut apprendre. Par exemple, une relation de comparaison. Ça, c'est plus grand que ça. Ce qui veut dire que ça, c'est plus petit que ça. Alors, ce qui veut dire c'est logique, mais si tu apprends que ça, c'est plus grand que ça, ben, tu vas dériver que ça, c'est plus petit que ça. Des relations d'opposition. Ça, c'est le contraire de ça. Donc ça, c'est le contraire de ça. Ça peut être des relations temporelles. Ça vient avant ça, donc ça vient après ça. Ça peut être des relations de containment ou de hiérarchie. Ça fait partie de ça, donc ça contient ça. Ça peut être des relations spatiales. Ça, c'est ici et ça, c'est là, donc ça, c'est pas à la même place que ça. Et ces relations, non seulement elles peuvent se faire entre deux stimuli, mais elles peuvent se faire entre trois stimuli, par exemple. Ça, c'est pareil que son chien. Son chien, c'est pareil que les 4 lettres C-H-I-E-N. C'est 4, oui. Et, non, c'est 5. Et ensuite, on va dériver des relations. Donc, ces 4 lettres C-H-I-E-N, c'est pareil que l'animal. Ces 5 lettres, c'est pareil que le son. Et le son, c'est pareil que l'animal. Donc très vite, ça va créer des réseaux relationnels extrêmement étendus et compliqués. Et à l'intérieur de ces réseaux va se passer une chose absolument centrale, ça va être la transformation des fonctions. Imaginez maintenant que vous ayez peur des chiens. Eh bien, cette peur des chiens va être maintenant transférée au son chien. Les fonctions de ce stimulus chien vont être transformées. Maintenant, on va peut-être avoir des fonctions de peur, alors qu'évidemment, le son chien n'a jamais mordu personne. Ces fonctions peuvent aussi être transférées aux lettres C-H-I-E-N, etc., etc. Si je vous dis que chien, c'est perro en espagnol, eh bien maintenant, la même transformation des fonctions va se passer. Donc, de ce comportement de mise en relation émerge la transformation des fonctions des stimuli mis en relation, et ces stimuli, ça peut être des choses physiques, mais ça peut être aussi ce qu'on va appeler des stimuli symboliques. Des mots dans notre tête, des souvenirs, des émotions. Et à partir de ce moment-là, on a comme une
explosion de réseaux relationnels qui transforment les fonctions des stimuli présents dans le réseau. C'est pour ça que nos pensées peuvent nous faire peur, nous émouvoir, nous faire rêver, nous faire imaginer des mondes qui n'existent pas encore ou qui n'existent plus, nous faire regretter, nous faire espérer, nous faire avoir des valeurs, nous faire désespérer. On a maintenant une approche basée dans les comportementalismes, les expériences de laboratoire, qui permet de rendre compte des phénomènes cognitifs complexes. Cette approche, ça s'appelle la théorie des cadres relationnels, c'est une approche comportementaliste qui est moniste au sens où tout est comportement. Elle ne postule pas une différence d'essence entre les comportements observables, la matière et l'expérience mentale, qui est aussi un comportement, et un comportement qui est aussi influencé par le contexte dans lequel on fonctionne. Et on va regarder un petit peu les implications de ça dans l'épisode numéro 6. À plus.